J'espère que vous allez bien, mais surtout que vous avez la forme, puisque ça va être une vidéo. Alors, je n'ai pas envie de dire qui va être costaud, c'est pas le cas, on va parler de TEF, ne vous inquiétez pas, mais ça va être une vidéo qui vous concerne, qui effectivement, je pense, va concerner 90% des particuliers. Alors, je vais vous présenter une allocation de portefeuille qui, je pense, est la meilleure pour surperformer à long terme. Donc, c'est assez ambitieux, mais écoutez, c'est parti, je vous présente ça. Avant de commencer, je remets très rapidement dans le contexte. Pour surperformer le marché, il y a deux grandes stratégies. Le Deep Value Investing, vous achetez une entreprise vraiment décotée, vous la revendez à 50% de bénéfice et vous réallouez le cash sur une nouvelle entreprise décotée. Donc si vous êtes très très fort, vous allez vous faire plein de thunes. Selon tous les plus grands investisseurs, c'est la meilleure stratégie à adopter, même en ce moment en fait. Et d'ailleurs, tous les plus grands investisseurs ont tous commencé par cette stratégie. Mais le problème, c'est que dès que vous avez plusieurs milliards, vous pouvez plus la faire puisque, en fait, vous pouvez plus faire. C'est parce que c'est uniquement, il faut faire ce genre de stratégie presque uniquement sur des small caps. Donc ça c'est la première stratégie. Et la deuxième stratégie, c'est de faire ce que fait Warren Buffett en ce moment, c'est-à-dire que vous avez un portefeuille très concentré, dans l'idéal une dizaine de titres, une quinzaine de titres, et avec une pondération sur les 5 premiers titres, une énorme pondération, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous se retrouver avec 10-15% minimum sur la première ligne, pareil sur la deuxième ligne, donc avoir des grosses convictions et acheter des entreprises donc exceptionnelles et les garder pour du très très long terme, c'est-à-dire minimum 10 ans. La première stratégie va vous demander finalement un niveau de compétences incroyable. Vous allez devoir maîtriser parfaitement la comptabilité, les rapports annuels, vous allez devoir également maîtriser le management, etc. Et surtout, un temps passé, vous allez devoir passer énormément de temps puisque chaque entreprise, vous n'allez pas la garder 10 ans. Donc quand vous réallouez le cash, il va falloir réapprendre une nouvelle entreprise, rentrer dans les détails d'une nouvelle entreprise. Donc si c'est votre passion et que vous avez toutes ces compétences, etc., allez-y, clairement, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que là, je vais me focus sur les personnes qui qui ont des revenus, des gros revenus, enfin bref, des revenus, et qui se servent vraiment de la bourse comme un véhicule d'investissement pour y mettre leur épargne mensuelle, annuelle, etc. Et qui elles, en fait, ont meilleur temps de passer le temps à analyser des rapports financiers, ils ont meilleur temps de le passer finalement dans leur business principal pour augmenter leur source de revenus, ou alors tout simplement en faisant autre chose. Et donc cela, je leur proposerai directement la deuxième stratégie, puisque effectivement, il va falloir également, je ne peux pas vous dire le contraire, acquérir les bases de la comptabilité, d'un rapport annuel, du management, etc. Mais le truc, c'est qu'en fait, une fois que vous allez connaître l'entreprise, vous allez l'acheter et vous n'allez plus la vendre. Vous allez, au moins la garder 10 ans. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, en fait, le problème de cette stratégie, vous l'avez compris, c'est que vous allez devoir avoir un portefeuille concentré. Et c'est précisément ici où les ETF vont rentrer en compte, puisque effectivement, on sait tous que cette deuxième stratégie, Quality, va surperformer le marché à long terme. Alors, acheter des entreprises comme VLMH, comme LVMH, je veux dire comme Hermès, comme Costco, comme Chipotle avec des RE énormes, avec une croissance énorme, c'est Warren Buffett qui le dit, c'est le meilleur moyen finalement de surperformer le marché à long terme. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Le problème, c'est que la majorité des particuliers, même en achetant ces entreprises, ils ne vont pas avoir les performances à long terme, puisque, étant donné que c'est des entreprises exceptionnelles, là par exemple, la majorité des business comme Google, comme Costco, etc., ça a pris presque 100%, donc tout le monde a envie de prendre ses bénéfices. Et c'est bien normal, si vous avez 100% de votre portefeuille sur 8 entreprises exceptionnelles qui a pris 100% en moins d'un an, vous avez envie de prendre vos bénéfices. Ça se comprend. Donc le truc, c'est que il faudrait diminuer la part de ces entreprises exceptionnelles en portefeuille et finalement augmenter la part d'un ETF, par exemple comme le S&P 500, qui va finalement lisser votre performance, mais qui va quand même vous permettre de surperformer le marché peut-être de 2-3% par an. Et quand on sait ce que fait une différence de seulement 2% sur une grande période de temps, c'est tout simplement énorme. Et ce que je veux faire comprendre, c'est qu'en fait, je réinvente pas la roue. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, on sait tous encore une fois pourquoi les particuliers sous-performent. Ils sous-performent parce qu'ils ont une mauvaise gestion, etc. Et pourquoi ils ont une mauvaise gestion? Ils le savent bien ce qu'il faut faire, mais ils le font pas. Donc nous, notre taf, en fait, je pense, c'est de partir de l'autre côté, de se dire, ok, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Et c'est peut-être parce que la nature humaine est, je sais plus qui est-ce qui avait dit ça, mais est immuable. C'est-à-dire la nature humaine ne change pas. C'est pour ça qu'à chaque crash, on a de nouveau tous les particuliers qui vendent. C'est pour ça qu'on a justement des crashs. C'est pour ça qu'on a également des bulles, parce que la nature humaine est toujours la même. C'est pour ça que des approches comme
l'approche momentum a l'air de plutôt bien marcher. Bref, il y a plein de voilà, il y a plein de facteurs qui font que bah ouais, la nature humaine elle est comme ça en fait. Et donc encore une fois, prenez le problème de l'autre sens et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc on va partir d'un constat très simple, c'est que l'écrasante majorité des personnes vont surestimer leurs compétences à faire face à une plus-value. C'est-à-dire ils vont avoir 10% de leur portefeuille sur une action exceptionnelle, elle va prendre 25% ou 50-100%, ils vont sortir et c'est là où ça va flinguer leur performance. Et le truc c'est que j'ai l'impression que dans l'investissement, en bourse, les gens n'appliquent pas ce qu'on appelle le concept de la friction qui pourtant est inconsciemment appliqué dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, regarde, je vous fais comment dire un exemple. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais par exemple là je suis à Dubaï et sur mon rooftop il y a une salle de sport. Donc c'est-à-dire j'ai juste à prendre l'ascenseur en moins de 30 secondes, 40e étage, j'y suis. Le problème c'est que cette salle de sport est moins bien équipée que la salle de sport que j'ai en bas de chez moi dans la rue à 300 mètres. Donc si j'étais parfaitement rationnel, chose que justement tout le monde fait en bourse et c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc si j'étais rationnel, ce que donc, tous les particuliers font en bourse, je me dirais, bon, bah, je veux maximiser mes performances, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la salle qui est en bas de chez moi à 300 mètres. Après tout, 300 mètres, c'est rien, j'aurai des meilleures machines, etc., etc. Si je fais ça, si je prends ce deuxième choix, je vais revenir dans 300 jours, dans un an, et bien je vous garantis que, encore une fois, l'écrasante majorité des particuliers, des personnes, donc des humains, eh bien, auront des moins bonnes performances, puisque la friction que va engendrer finalement le fait de faire ces petits 300 mètres qui correspondent à rien, eh bien, en fait, feront que eh bien, des jours, j'aurai la flemme tout simplement et la nature humaine, elle est comme ça et donc je vais y aller moins souvent, je vais y aller moins de fois que si j'avais pris la première option de la salle de sport en haut. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans l'investissement, c'est pareil. Effectivement, qu'avoir un portefeuille 100% entreprise exceptionnelle, c'est la meilleure option pour surperformer. Mais dans les faits, il va y avoir des trucs qui va vous faire vendre, etc., etc., des trucs psychologiques. Donc, ce que je vous propose, c'est de diminuer finalement la friction en ajoutant 40-50% d'ETF. Et en fait, on va pas commencer à... Parce que le piège avec les ETF, c'est de vouloir surperformer le marché avec les ETF. Non, tu veux surperformer le marché, mon pote, tu vas faire un peu comme tout le monde, tu vas lire des rapports annuels et tu sélectionnes des actions et justement, tu essaies de faire partie de cette minorité de personnes qui va réussir à finalement, comme Warren Buffett, à garder ses positions long terme. Ça ne sert à rien de vouloir surperformer le marché avec les ETF. Moi, ce que je vous propose, c'est une approche différente. Encore une fois, mais là, je ne réinvente pas la roue, hein, mais je veux vraiment vous faire comprendre psychologiquement pourquoi cette approche, je pense, est la meilleure. C'est de me dire, ok, bah très bien, je vais me servir des ETF pour diminuer la friction, pour me retrouver avec un portefeuille, comme on l'a vu, 100% d'entreprises exceptionnelles avec une dizaine de titres, c'est très difficilement gérable psychologiquement. Par contre, un portefeuille avec 50% d'entreprises exceptionnelles, donc 50% du portefeuille, vous allez mettre que 10 entreprises exceptionnelles, et 50% du portefeuille, le S&P 500. Ce qui fera que finalement, vous aurez des performances qui vont vous sembler moins importantes, d'accord, mais qui seront toujours supérieures au marché, et vous aurez bien l'autre moitié du portefeuille qui, elle, sera le marché, qui aura la performance du marché. Donc, je pense que vous avez clairement le meilleur des deux mondes et je pense que comme ça vous permet de vous mettre, j'ai pas envie de dire des garde-fous, c'est pas le mot, mais je pense que vous voyez vraiment où je veux en venir avec cette idée de friction et je pense que c'est la clé, clairement, pour surperformer en bourse, c'est de pas essayer de dire je suis plus fort que tout le monde. Non, ça, c'est pas vrai. C'est essayer de se dire comment je peux faciliter finalement la gestion de mes positions et la gestion également donc de mes émotions. Et vous voyez vraiment que là, on n'est pas du tout en train de réinventer la roue. Mais au lieu de partir du constat, ok, il y a un problème, comment je résous ce problème, on se dit, ok, il y a un problème, comment je contourne ce problème. Et donc, les ETF peut-être donc une excellente manière, je pense, de contourner ce problème. Alors moi, je n'irai jamais jusqu'à mettre 50% de mon portefeuille dans les ETF, parce que bon, c'est comment dire, j'aime trop sélectionner des entreprises, etc. Mais encore une fois, au départ, je vous ai dit que cette vidéo allait s'adresser à 90% d'entre vous, et bien faites-moi confiance, je pense que 90% d'entre vous, si clairement vous mettez un 60, un 50 ETF et l'autre côté en entreprise exceptionnelle avec à la limite, sachant qu'également, je pense que vous êtes tous des Français. Moi, par exemple, j'avais acheté du ESE ici. J'avais acheté du ESE ici, donc sur mon PEA. Mais là, je suis à Dubaï, j'ai plus de PEA, donc c'est mort. Mais vous avez l'avantage de pouvoir en plus mettre toute la partie finalement ETF, ESE, donc dans votre PEA. Et en plus de ça, ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez très bien par exemple faire, allez, 40% par exemple ETF. Donc PEA avec le SE. Donc, et deuxièmement, le problème du PEA, c'est qu'il n'y a que 40 entreprises si vous ne faites pas des small cap dans le CAC 40. Et bon voilà, il n'y en a que 5 des entreprises vraiment exceptionnelles à vraiment posséder pour du très long terme dans le CAC 40. Et bien, ce que ça vous permet d'avoir 40%
ESE, donc dans le PEA, et d'avoir finalement, après, vous mettez les quelques entreprises exceptionnelles également dans votre PEA, et après, bim, vous allez CTO. Donc encore une fois, ça vous permet d'avoir certainement le meilleur des deux mondes en exploitant le plein potentiel de votre PEA avec la partie ETF et la partie quelques entreprises exceptionnelles. Également, si vous voulez avoir du 10% de dividendes, mettez-le évidemment dans le PEA et pas dans le CTO, et d'avoir donc voilà votre CTO avec vraiment la crème de la crème, 8-10 entreprises, grand maximum, que vous ne touchez pas. Et finalement, vous avez vraiment comme ça lissé votre performance. Et pour ce qui est des ETF, pour moi, c'est uniquement vraiment, ce serait uniquement le S&P 500, quoi. Ça serait pas autre chose, dans le sens où si vous mettez du TF World, après, c'est trop diversifié, donc ça, je pense que ça perd un petit peu de son sens. Mais ou alors au contraire, justement, si vous voulez vraiment vous diversifier au max. Mais c'est vrai que de toute façon, après, quand vous regardez les pondérations du ETF World, de toute façon, c'est un ETF 500 avec quelques entreprises chinoises et australiennes, donc c'est vrai que c'est pas vraiment top. Mais voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis oui, pour la pondération, tout simplement, après ça se fera en fonction vraiment de votre niveau, mais ne vous surestimez pas, je veux dire, franchement, ne vous surestimez pas. Faites attention quand même à ne pas penser que vous avez les compétences, etc. etc. Donc si vous le sentez pas, n'allez pas faire 100% d'action. Pour commencer, vous mettez 80% d'ETF, 20% d'action, vous allez commencer à acquérir des compétences au fil du temps. N'oubliez jamais, comme je le dis tout le temps, la confiance en soi est un dérivé de la compétence. Donc si vous n'avez pas de compétences, vous n'allez jamais pouvoir tenir vos positions. Et donc ça se fera en plusieurs mois, voire années. Et le fait de commencer avec pas mal d'ETF, et d'avoir toujours cette vision, acquérir le maximum d'entreprises exceptionnelles pour faire baisser cette pondération d'ETF et augmenter celle d'entreprises exceptionnelles, eh bien c'est que si jamais vous avez une watchlist avec une vingtaine d'entreprises exceptionnelles, ça va faire qu'en fait, il y a des entreprises je vais y arriver, des entreprises exceptionnelles, il y en a dans chacun des secteurs. Vous pouvez avoir, encore une fois, dans mon portefeuille, j'ai du Costco qui est vraiment une entreprise dans tout ce qui va être donc les magasins, les magasins. Je vais avoir par exemple, je vais avoir du Texas, plutôt du Chipotle qui va être dans la bouffe, dans la nourriture, enfin je veux dire vraiment comme du McDo. Je vais avoir des entreprises comme Google qui va être Internet, je vais avoir des entreprises comme LVMH qui va être dans le luxe, et donc ce qui va faire que parfois il va y avoir des entreprises qui vont s'effondrer alors que le marché ne va pas s'effondrer, alors que le S&P ne va pas s'effondrer. Et c'est à ce moment-là où votre taf sera finalement de vendre un petit peu de S&P 500 et d'acheter cette entreprise exceptionnelle qui s'est effondrée parce que le secteur va un petit peu mal en ce moment. Et donc en fait comme ça à long terme vous allez pouvoir progressivement baisser votre pondération du S&P 500 et augmenter progressivement celle de vos entreprises exceptionnelles, puisque encore une fois le grand piège c'est de jamais avoir de point d'entrée finalement. Donc le fait de commencer avec des ETF, ça vous permet d'avoir finalement vraiment le temps de ne pas être pressé de vouloir absolument tout de suite acheter l'entreprise même si elle est trop chère, de toute façon c'est exceptionnel, etc. Voilà. Et également ce qui est très négligé et très sous-estimé, c'est l'avantage d'avoir la pondération de vos actions qui va augmenter proportionnellement à vos compétences. Le fait, donc comme j'ai dit, de commencer avec ETF et progressivement augmenter la pondération, le poids action dans votre portefeuille fera, comme je viens de le dire, que les compétences que vous avez en bourse vont augmenter de la même manière. Et ça, c'est valable de partout, dans la vie, dans le business. On achète des business, mais si vous avez un business qui du jour au lendemain fait du x10, le business va sauter. Pourquoi? Puisque les compétences de son fondateur ne feront pas du x10 du jour au lendemain. Donc il ne va pas savoir gérer les nouveaux problèmes, il ne va pas savoir s'entourer, il ne va pas savoir recruter. Bref, le mec, il va sauter. Donc vraiment, toujours important, si vous avez un business, que votre business, vous le savez très bien, il faut qu'il augmente proportionnellement à vos compétences. Et c'est la même chose en bourse. Et c'est pour ça que, vous savez, les fameuses valorisations à 30 ans, c'est de la publicité mensongère. Et pourquoi ça ne marche pas? Puisque si vous dites à un mec, si vous lui prouvez par A plus B que effectivement, si tous les mois il met 300, 400 balles, dans 20 ans, il aura 1 million le mec. Bon, très bien, il va commencer dès le lendemain, il va automatiser son truc, il va automatiser le virement sur son broker, sur son CTO, ce que vous voulez. Et effectivement, dans 20 ans, s'il fait du 10% par an, il aura le million. Le problème, c'est que ça se passera jamais comme ça. Pourquoi? Puisque si, allez, on va dire qu'il a 3000 balles par mois, vous gagnez 3000 balles par mois, vous automatisez un virement de 300 balles sur votre ETF. Dans 5 ans, vous allez avoir 150 000. Dans 10 ans, vous allez avoir 300 000. Et là, en fait, c'est là où ça va bloquer, c'est parce que vos revenus dans la vraie vie n'auront pas augmenté proportionnellement. Et donc, ce qui va faire que le décalage qu'il y aura entre votre patrimoine et les revenus que vous avez dans la vie par rapport à votre patrimoine, par rapport à ce que vous avez en plus-value en bourse, va être beaucoup trop important.
Et le problème, c'est que vos compétences, que la confiance que vous avez dans la bourse n'aura pas augmenté. Elle sera toujours la même qu'au début. Vous serez toujours un débutant, vous serez toujours un mec qui sera là, oh putain, j'ai 300 000 parce que j'ai eu de la chance. Et c'est là où finalement vous allez revendre vous allez finalement revendre. Et d'ailleurs, si on demande à n'importe quel débutant, qu'est-ce que tu feras quand tu auras 1 million en bourse dans 30 ans, ils vont tous vous dire que instantanément, ils vendent cette plus-value pour récupérer finalement les 1 million et vite sécuriser ça pour le mettre sur à nouveau un livret A. Ou, enfin, après, bien évidemment, vous pouvez le vendre pour mettre sur une maison, mais c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, que si jamais vous faites la même chose, mais que vous augmentez vos compétences progressivement dans l'investissement, dans la bourse, et bien finalement, vous serez toujours, vous gagnerez progressivement en confiance. Et donc, effectivement, vous allez vous retrouver dans 10 ans avec 300 000 en bourse, mais ça sera parfaitement logique. Vous comprendrez pourquoi vous avez cette plus-value. Ok, votre business, effectivement, le bénéfice net a augmenté progressivement. Enfin, il y aura tout qui ira dans le même sens en fait. Et vous n'allez pas paniquer, vous n'allez pas vous réveiller d'un jour au lendemain. Oh putain, j'ai 400 000 en bourse, je vends, j'ai eu de la chance. Et donc ça, c'est vraiment très important et je trouve que pas beaucoup de personnes en parlent. Encore une fois, c'est des banalités. Là, je vous dis des trucs comme ça, vous dites bah ouais, logique. Mais c'est ça, je pense, qui a le plus grand impact. Et c'est ça, encore une fois, je pense, fera vraiment la différence. Donc encore une fois, cette vidéo, c'est pas du tout, vous avez vu une vidéo technique ou quoi que ce soit. Et enfin, le dernier, comment dire, le dernier avantage vraiment, ça va être au niveau d'avoir un benchmark, autrement dit, encore une fois, inconscient. Je vous dis vraiment, le but, c'est de faciliter le process. Et donc le fait d'avoir tout le temps, d'avoir, je veux dire, un 50% d'ETF en portefeuille et de devoir vendre cet ETF pour pouvoir finalement allouer le cash sur une entreprise, ça va tout le temps vous forcer à vous poser la question, est-ce que cette entreprise aura une meilleure performance que le S&P 500? Et ça, c'est une question qui n'est pas des moindres. Et je vous garantis que vous la posez à chaque fois et être obligé de vous la poser, puisque là, en fait, est-ce que c'est à chaque fois, en fait, là, quand vous avez du cash de dispo, etc., vous avez plein d'entreprises en portefeuille, vous ne la posez jamais cette question. En fait, vous allez vous la poser, mais vous n'allez jamais y répondre. Alors que vraiment, le fait de vraiment devoir vendre, récupérer de l'argent pour pouvoir l'allouer sur quelque chose, sur une action individuelle, je vous garantis que, en fait, tous les trucs comme Nike, par exemple, Nike, si vous avez 30 entreprises en portefeuille, vous la mettrez en portefeuille. Mais le problème, c'est que si vous devez vendre du S&P 500 pour pouvoir allouer le cash sur Nike, je vous garantis que vous n'allez pas acheter Nike, par exemple. C'est une très belle entreprise, c'est une très belle boîte, mais vous n'allez pas l'acheter. Ouais, vous voyez, il y a un peu de 30, donc finalement, ça vous fait 3% de renta. Donc vendre du S&P 500 pour le mettre sur une boîte qui vous offre seulement 3% de renta au prix actuel. Bon, après, c'est vrai que je vous l'accorde, Nike, c'est pas le meilleur exemple, mais voilà, vous voyez exactement ce que je veux vous dire, c'est-à-dire que si vous avez effectivement la place que de mettre 10 entreprises dans votre portefeuille, il n'y aura pas d'entreprise comme Nike dedans. Et en fait, finalement, ça vous force également, encore une fois, à faire le moins d'aller-retour possible, puisque la plupart du temps, vous allez voir que vous allez laisser tranquillement la partie ETF dans votre portefeuille, vous n'allez pas y toucher, vous allez être content de l'avoir, et c'est que dans les rares occasions où, encore une fois, voilà, on va avoir vraiment des vraies opportunités que vous allez pouvoir vendre du S&P pour allouer dessus, et on voit bien que c'est le fait de diminuer ces transactions qui vous fera avoir une performance à long terme. Et enfin, pour terminer, dites-moi dans les commentaires la pondération que vous avez en ce moment, donc ETF, actions dans votre portefeuille, ça m'intéresse vraiment. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, merci et bonne soirée.